Bon, pour surfer sur l'actualité, on va parler de Namor. Namor? Le film est sorti il y a un mois. Oui, bon, le calendrier est sorti, ça se bousculait, alors j'ai préféré parler de Thor par rapport à God of War. La vidéo est sortie une semaine après le jeu. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Namor? Si on vous demande qui il est, beaucoup de chances que vous me répondiez le plagiat d'Aquaman de chez Marvel. Alors, vous auriez à la fois raison et totalement tort. Parce que, en effet, les deux personnages ont plein de points communs, le premier étant d'être à la tête d'un empire sous-marin, et pour tout le reste, eh ben non. Alors on est parti pour faire un petit historique de la création du perso. Pour retrouver les origines de Namor, il faut s'attarder un peu sur William Blake Everett, un petit gars du Massachusetts né en 1917. Et Everett, c'est un type qui ferait passer le baron de Munchausen pour un historien authentique. Il a menti? Et pas qu'un peu, il racontait à certains qu'il avait fait ses études secondaires en Arizona, et à d'autres qu'il avait rejoint la marine marchande, avec des âges qui pouvaient varier de 15 à 17 ans. Mais il se revendiquait aussi d'être le descendant du poète William Blake. Mais c'est vrai ou pas? William Blake n'a pas eu d'enfant, et le seul lien que j'ai trouvé entre les deux personnes, c'est ses propres paroles. Donc possible que ce soit un énorme mytho. Et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Et c'est visiblement pareil pour ses études, puisqu'il a en réalité rejoint la Vesper George School of Art de Boston, à l'âge de 16 ans. Et qu'il a quitté ses études un an et demi après. Après ça, il va devenir dessinateur pour plusieurs journaux de l'époque, avant de tomber sur Centaur Publication, en plein âge d'or des comics. Là, avec Lloyd Jacquet, le directeur artistique, il crée Amazing Man. C'était une époque où les noms de super-héros, c'était pas les plus imaginatifs. Et comme beaucoup de super-héros à cette époque, il était la réponse à Superman. Parce que de ce point de vue-là, c'était pas très imaginatif non plus. Après 5 numéros, Lloyd prend la porte pour fonder sa propre boîte, Funnies Inc. Et c'est là que Everett, qui avait suivi la troupe, inventa le Submariner. C'est le surnom de Namor. Mais c'est pas censé être un personnage Marvel? Si, mais le truc, c'est que Funnies, c'est pas un éditeur de comics. En tout cas, c'est un projet qui a été très vite avorté pour un autre. À savoir fournir aux éditeurs des bandes dessinées toutes prêtes à mettre dans leurs comics. Et le premier client de Funnies n'était autre que Marvel Comics, Timely Comics. Ne t'en fais pas, tout va faire sens en 10 secondes. Timely Comics, il vient juste d'être créé par Martin Goodman, et il s'apprête à sortir le premier numéro d'une série qui donnera un nouveau nom à la société 20 ans plus tard. Marvel Comics. Donc Namor, c'est pas juste un super-héros de Marvel, c'est le tout premier super-héros de Marvel. Ok, donc il n'est pas né chez Marvel, mais chez Timely Comics. Bon, c'est joué sur les mots, mais à la limite. Mais par contre, c'est bien un plagiat d'Aquaman. Aquaman est né en 1941, Namor en 39. Donc c'est réglé. Cool. Pour commencer l'histoire de Namor, on va devoir retourner bien avant sa naissance, et s'attarder sur Ernest Shackleton, qui a été envoyé par Winston Churchill pour aller chercher du vibranium en Antarctique. Mais c'est pas censé être au Wakanda le vibranium? En fait, il y a 5 types de vibranium différents sur Terre, les deux plus connus étant le Wakandais et l'Antarctiquais. L'Antarctiquois. Celui de l'Antarctique. Et à chaque fois qu'ils ont usé du vibranium, c'était pas plus simple d'aller le chercher là-bas. Alors, sans doute, mais cette expédition, elle a été un échec. Et Shackleton est mort. Et son bateau a disparu. Donc c'est plus sûr d'aller le chercher au Wakanda, en fait. Je l'ai chèrement payé. À plus d'un titre. Ça vaut des milliards. Donc, 5 ans plus tard, en 1920, c'est Leonard Mackenzie et le télépathe Paul Destin qui partent à la recherche de l'Endurance et de sa cargaison de vibranium. Seulement, pour rejoindre la zone, ils ont décidé de faire péter quelques charges explosives, histoire de se libérer la voie. Manque de chance, c'est exactement sous les glaces de l'Antarctique que se trouve la cité d'Atlantis. Ce qui fait que c'est pas du tout au large de la Grèce. Quel est cet endroit? Donc, les Atlantes, un peu excédés par le fait qu'on fasse exploser les bombes au-dessus de leur tête, ont décidé d'aller voir ce qui se passe, dont la princesse des lieux, Fen. Ça, c'est de la dévotion. Et la princesse, elle va nous faire une Ariel en tombant sous le charme du prince Eric. Sauf que là, il n'est pas prince, qui s'appelle pas Eric mais Léonard, et que c'est pas une sirène. Donc du coup, ça n'a pas grand-chose à voir. Toujours est-il que c'est le coup de foudre, et que Fen se retrouve enceinte, avant que le bateau ne se fasse attaquer par les Atlantes. Attends. Il s'est passé combien de temps entre les deux? Elle est arrivée sur le bateau, elle est tombée sous le charme du capitaine, ils se sont mariés quelques jours plus tard, et les Atlantes ont attaqué après quelques semaines. La vache, j'ai connu des histoires qui allaient vite, mais celle-là, elle bat des records. Ouais, donc de retour à Atlantis, Fed donne naissance à celui qui allait devenir le Submariner, le
prince Namor. Namor, dans ses jeunes années, il sera surtout un diplomate, voyageant notamment vers Skarka, un autre peuple marin, afin de signer un traité de paix entre les deux. Et ça s'est bien passé? Comment dire? Le peuple Skarka, il a voulu envahir l'Atlantide en 1847, ce qui a été un échec. Suite à ça, un Atlante du nom de Rorak les a réduits en esclavage, jusqu'à la rébellion menée par Atuma qui a libéré son peuple. Autant dire que ça part de loin. Donc ça s'est mal passé? Ah non du tout. Il y a eu une petite rivalité au départ entre Namor et Atuma, mais au final ils ont bossé ensemble, notamment au sein de la Swift Tide. Qui ça? C'est un groupe de super-héros sous-marins. Ah non mais c'est un bordel sous les eaux, je te dis que ça. Puis l'équipe a muté à cause de la pierre du souvenir, le roi Atukar, père d'Atuma, a été tué, et les deux peuples sont retournés se faire la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en guerre? De toute façon, au bout de 300 ans, les gars, ils savent pas faire autre chose. Mais c'est une autre guerre qui va nous intéresser maintenant et qui éclate fin des années 30, lorsqu'Atlantis tombe sur des plongeurs qui s'avèrent être du Troisième Reich. Namor décide alors de rejoindre New York et le groupe des envahisseurs. Alors, le nom est trompeur puisqu'en fait les Invaders, c'est les Américains. On y retrouve notamment Captain America et la Torche Humaine. Non pas celle-là, mais le synthézoïde Jim Hammond, la Torche Humaine originale. Ce qui est assez drôle quand on sait le lien qu'aura Namor avec l'autre Torche. Le tout jusqu'à rejoindre le All Winner Squad afin d'affronter l'Axe. Alors, l'Axe, ça n'a rien à voir avec l'alliance qu'il y avait en Europe à l'époque. C'est juste un méchant, tout ce qu'il y a de plus américain. Au bout d'un moment, les scénaristes de l'époque, ils lisaient les journaux pour se tenir au courant, et à partir de là, l'histoire devient un bordel cosmique. Parce que Namor, resté trop longtemps de l'eau, va devenir psychotique, et il va changer d'allégeance comme de chemise. Mais il porte pas de chemise. Donc il va finir par sympathiser avec le Japon et l'Allemagne. Ce qui fait que les Atlantes ont aidé à la création de l'escadron Firebrand, la version moustachue de la Torche Humaine, et que son ami Merano devint humain, toujours pour les forces de l'Axe. Après la guerre, il voudra retourner sur Atlantis pour apprendre qu'il a été banni de la cité sous-marine, avant d'y revenir 2 ans plus tard pour une célébration qui a tourné au massacre, de repartir à la surface pour jouer les super-héros avec sa cousine Namora encore 2 ans plus tard. Une autre de ses cousines est dans Dorma, ce sera important pour la suite. Le mec, on sent qu'il sait ce qu'il veut. Pour retourner sur Atlantis dans les années 50, quand la ville se fait attaquer par Paul Destine, le même qu'au début, qui laissera notre héros sous-marin amnésique à la surface. Eh ben, c'était quelque chose. Sauf que ce n'est pas tout, parce que pendant son errance sur Terre, il va rencontrer Charles Xavier, parce que Namor c'est aussi un mutant. Ensemble, ils vont chercher d'autres mutants, et tout ce qui leur sortira de cette histoire, c'est que Namor sera encore plus amnésique. Le mec, il est devenu amnésique 2 fois. Oui, mais c'est pire qu'une TV novela, son histoire. Namor ne fera son retour que des années plus tard, lorsque la Torche Humaine, la bonne cette fois-ci, ne tombe sur lui par le plus grand des hasards. Et donc, avec l'aide de ce membre des 4 Fantastiques, il peut récupérer sa mémoire. Je présume qu'il a demandé à Monsieur Fantastique, l'un des esprits les plus brillants de l'univers de Marvel, de lui rendre la mémoire avec une machine quelconque. Non, il l'a juste balancé à la flotte. Non mais, au bout d'un moment, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Bon, avec sa mémoire nouvellement reconstituée, notre demi-poisson, demi-mutant décide de retourner sur Atlantis, pour se rendre compte que durant les années d'absence, la ville avait été victime d'essais nucléaires. Donc, Namor, le héros de la Seconde Guerre mondiale, qui a combattu à côté du vertueux Captain America, allait vouloir s'en prendre à la surface entière et principalement aux États-Unis. Parce que dans le doute, le méchant attaque toujours les États-Unis. Pour ce faire, il utilise une de ses créatures ayant visiblement survécu à l'attaque nucléaire, Giganto. Alors, Giganto, imaginez Godzilla, mais avec une tête de baleine. Et pour l'arrêter, on a envoyé les 4 Fantastiques. Et en voyant la belle et invisible Sue Storm, il en est tombé directement amoureux et a voulu faire d'elle sa reine. Je te demande pardon. Eh ben, le frangin a dû être super fier de lui avoir rendu la mémoire. Oh attends, tu n'es pas au bout de tes surprises. Parce que plus tard, il va s'associer avec le Docteur Doom. Alors, je suis pas un pro en technique de drague venant de l'Atlantide. Donc, je m'excuse par avance si jamais je choque un Atlante qui pourrait nous regarder. Mais, à quel moment pour plaire à une fille, tu t'associes avec l'ennemi juré du groupe dont elle fait partie? D'après l'expérience que j'en ai, beaucoup d'histoires d'amour réussies sont fondées sur le mensonge et la tromperie. Quand on sait comment elles finissent en général. Ça semble tout à fait logique. Faut dire, peu de temps après, il se bat contre les Avengers et ces derniers finissent par lui demander de les rejoindre. Donc l'un dans l'autre, je présume que la technique marche. D'ailleurs, il finira par se faire aider par les 4 Fantastiques, parce que ce type change d'alignement selon les besoins du scénario.
Bon, là pour le coup, c'était un peu de sa faute aussi. Le roi d'Atlantis a trouvé Magneto inconscient sur une île, et il a décidé de le ramener dans son royaume pour le soigner, avant de repartir à l'aventure avec les 4 autres Gugus. Et quand il est revenu, Magneto, il a usurpé son trône. Bon, par contre, comment est-ce que Magneto, il survit sous l'eau? Mystère et boule de savon. Et la suite de ses aventures, c'est pas tellement la joie non plus. Le type enchaînant les exils de son royaume, les révoltes d'Atuma, parce que leur amitié, c'est aussi très variable, et il va finir par être atteint de décès. Putain, il est mort ce con-là. Mais après, il va être retrouvé vivant. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Mais complètement cinglé. Ah non, mais c'est un poème ce type, y a rien qui va dans son histoire. Donc, il va rester faussement mort pendant un temps, mais en fondant malgré tout Oracle Inc., sa société pour protéger les océans. Dirigée par les Alexander, un père et sa fille servant d'hommes, et 2 filles de paille. Et là, ça explose en plein vol. Il va encore mourir? Non, je veux dire que son histoire part dans tous les sens. C'était pas déjà le cas? Plus que d'habitude. Là, il va plonger dans l'univers de la finance. Parce que c'est pas parce que t'es un homme poisson que tu peux pas t'intéresser à la bourse. Avant d'affronter des hommes plantes. Au point où on en est, un affrontement qui va se terminer par l'arrivée du maître Cad. Qui va le rendre amnésique. Ce ne sera jamais que la 3e fois. Une amnésie qui ne durera qu'une seule année avant qu'il ne retrouve la mémoire. On a presque eu peur pour lui. Et du coup, il va encore changer de camp en s'associant avec le Docteur Doom, Loki et Osborn entre autres, pour former la Cabale. Ça va durer combien de temps? Le temps qu'une cellule d'Atlantis attaque la Californie et que Norman Osborn demande à Namor de reconnaître ses fautes. Parce que Norman est maintenant un justicier qui va dans le sens de la justice. Donc Namor, il va quitter ce groupe de méchants qui lui demandent de faire quelque chose de bien pour redevenir gentil. Mais ça n'a aucun sens. Oui, mais que veux-tu? Après tant d'années à tourner plus qu'une girouette, il sait plus où il en est, l'homme poisson. Bref, après moultes aventures qu'on ne va pas vraiment décrire, des tensions apparaissent entre le Wakanda et Atlantis. Enfin, il y a des tensions entre les deux peuples de manière fréquente. Toujours est-il que Namor tente un traité de paix, d'abord accepté par T'Challa, puis refusé par Shuri. Dans tes rêves, oui. Qui feintera malgré tout accepter, tout en envoyant ses troupes raser la cité sous-marine. À un moment donné, je vais finir par croire que c'est pas tant lui qui change d'alignement, que les alignements qui partent en sucette en sa présence. Bon, il va se venger en créant une nouvelle cabale pour raser le Wakanda, et en ayant dans ses rangs... Thanos. Je sais même pas si je dois faire un commentaire là-dessus. Je fais plus souvent cette partie quand je parle de Dieu, mais là pour le coup, Namor et l'amour, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Parce que le gars, il tombe à peu près amoureux de tout ce qui passe. Et comme on l'a cité avant, la plus connue est sans doute Suzanne Richard Storm, membre des 4 Fantastiques. Mais elle n'est pas mariée. Si, mais ça semble pas trop lui poser problème. Tout comme mon mari d'ailleurs. Oui, vous profitez de ce qui a été le meilleur moment de notre relation. Toujours côté super-héros, on peut croûter la sorcière rouge, qu'on a déjà évoquée sur cette chaîne, dont il est également tombé amoureux, parce qu'elle lui rappelait Suzanne Storm. Et vu que Suzanne Storm l'a fait souffrir, il s'est dit que Wanda allait faire pareil, donc il a préféré ne pas donner suite à l'histoire. En revanche, il a bien passé 2 semaines avec la mutante Emma Frost, avant que son cher et tendre, Sebastian Shaw, décide d'envoyer des sentinelles pour la récupérer, détruisant une partie d'Atlantis avec lui dans la foulée. Mais en même temps, Atlantis est détruite environ 2 fois par mois. Si on passe du côté des simples humains, on peut citer Sandra Pierce, et leur histoire se résume à... Ils se sont rencontrés sur la plage, et ils sont tombés amoureux. Ah oui, j'ai vu le film, et après ils se retrouvent dans un lycée, et ils n'arrêtent pas de chanter. Non, parce que son père est un magnat du pétrole, et ses activités ont une tendance à polluer la cité d'Atlantis. Donc, pour arrêter les activités paternelles, la fille décide de s'enfuir avec Namor. Et en quoi ça va arrêter les activités du père? Aucune idée, mais toujours dans des histoires de père, il est également tombé amoureux de Carrie Alexander, fille de Caleb Alexander, qui a secouru le héros lors d'une de ses fameuses crises d'amnésie. Rappelez-vous, Oracle Inc., tout ça. Bon, ça s'est visiblement bien passé, même s'ils ne sont plus ensemble. Parce que Namor, c'est aussi un homme marié, à l'Atlante Dorma. Dorma, c'est pas sa cousine? Si. Donc, Namor, il séduit des femmes mariées, et il épouse des membres de sa famille. Oui, au final, c'est bien un dieu grec.
Même si le mariage ne va pas durer, qui va même pas être consommé d'ailleurs, puisque... Comment est-ce que je vais résumer ça? Bon, en gros, lors du mariage, on a Lyra, une autre créature marine, qui va prendre la place de Dorma pour régner sur Atlantis. Sauf que ça va pas marcher, parce que Namor, il est légalement marié à Dorma, pas à Lyra. Donc elle a aucun pouvoir décisionnaire sur Atlantis. Donc par vengeance, elle va tuer Dorma. Mais Namor, c'est aussi un homme marié. Oui, mais ça, tu l'as déjà dit. Non mais il s'est marié une seconde fois. Ce coup-ci à Marina, qui, contrairement à ce que son nom pourrait faire penser, n'est pas une Atlante, n'est pas une créature marine, ce n'est même pas une créature terrestre puisque c'est une extraterrestre. Alors, second mariage, mais qui finira de manière tout aussi funeste, puisque la belle finira par se transformer en Léviathan, un monstre marin, et Namor sera obligé de la tuer. Aujourd'hui, il est en relation avec Amira, une Atlante et membre du groupe Trident. Et si j'étais elle, je ferais gaffe à la demande en mariage. Les pouvoirs de Namor trouvent deux origines, sa condition d'Atlante et sa condition de mutant. Il est d'ailleurs le seul personnage de tout l'univers Marvel à avoir cette hybridation. Pour ce qui est de sa partie poisson, elle lui donne les habituels force, vitesse, agilité, etc., etc., accrues. Parce que tu n'es pas un vrai héros si tu n'es pas boosté aux hormones. Mais il va sans dire que ça lui donne également la possibilité de respirer sous l'eau. Sans quoi, ce serait très difficile pour lui de survivre sur son trône. Oui, mais... et les gens qui lui rendent visite? Ils le vivent plutôt bien et sans avoir besoin d'oxygène. Namor est aussi le seul Atlante à pouvoir survivre à la surface, même s'il finira toujours par avoir besoin d'être plongé dans l'eau une fois de temps en temps. Cette eau qui a d'ailleurs des vertus curatives pour le roi sous-marin. Et sous l'eau, il est capable de communiquer avec les poissons et d'utiliser une électrolocalisation. En gros, c'est un sonar, mais qui utilise les champs électromagnétiques pour se repérer. Ah ouais. Habituellement, les êtres marins, ils utilisent plus vite le son. Ça, c'est parce qu'il utilisait cette capacité avant, mais elle a été retconnée pour cette nouvelle. Et si tu veux qu'on continue dans le grand n'importe quoi des pouvoirs aléatoires, il est capable d'absorber la radioactivité, parce que, pourquoi pas, mais aussi de contrôler les conditions atmosphériques, un peu à la manière de Tornade. Moi, je n'ai plus pitié de qui que ce soit et depuis longtemps. Alors, je sais pas si ses pouvoirs sont issus de son côté mutant, mais en revanche, c'est le cas pour les petites ailes qu'il a aux pieds, et qui lui permettent, bien entendu, de voler. Non, ce serait ridicule d'avoir des ailes et de pas pouvoir voler. Emmanuel, do not do it. Enfin, on n'est pas sûr que ça lui permette de voler, ou si c'est juste un gouvernail pour se diriger, et que sa capacité de vol lui vient d'autre chose. Parce que ses ailes, elles sont trop petites pour son poids. Et vu qu'il est capable de soulever une ancre de 50 tonnes tout en volant, c'est encore plus probable. Mais d'un autre côté, sans ses ailes, il est incapable de voler. Ah, donc il a perdu ce pouvoir. Non. Mais tu viens de dire que sans ses ailes, il peut pas voler, donc c'est qu'il les a perdues. Oui, mais elles ont aussi la capacité de repousser, avec un délai plus ou moins court selon les besoins du scénario. Et cette information, on la doit au monstre génétique du nom de... Qu'est-ce que c'est que ce nom? Attends, fais voir. En effet, je vois qu'une seule solution pour avoir trouvé ce nom. Avec les lettres S, J, U et L, j'écris le mot Zhul. Le Zhul est un monstre génétique nocturne. Je vous crois. Moi, avec les lettres B, U, L, L, S, H, I et T, j'écris le mot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on est sur TikTok maintenant, comme les jeunes. Non mais, plus aucun jeune ne s'habille comme ça depuis environ 30 ans. Oui, ben ça change pas le fait qu'on est quand même sur TikTok. On y poste même des points à l'or, des petites vidéos rapides qui parlent d'un lore qu'on aurait déjà abordé. Qu'on abordera. Ou pas. Je peux conclure? Je t'en prie. C'était le Gris Tweaker pour vous servir.